Imagine une seconde une structure d'État avec un budget annuel qui frôle les 10 milliards d'euros. Ouais, c'est juste colossal. C'est colossal, ouais. Et sur le papier, sa mission, c'est magnifique, hein. C'est de s'occuper de près de 400 000 enfants et jeunes majeurs. Le filet de sécurité ultime de la nation, en somme. Exactement. Sauf que, dans la réalité, les chiffres font mal. Aujourd'hui, on sait que 26% des sans-abri en France, 26%, oui. voilà, plus d'un quart, sont d'anciens enfants passés par cette même institution. C'est un taux d'échec qui est complètement vertigineux. Ah bah c'est sûr que la fracture entre la théorie et le terrain, elle est béante. Et c'est justement cette mécanique, ce labyrinthe, qu'on va décortiquer aujourd'hui. Bienvenue dans cette nouvelle exploration. On va plonger au cœur d'un système complexe pour essayer de comprendre comment tout ça fonctionne. Tout à fait. Et je suis ravie d'être là pour analyser ça avec vous. Alors, nos sources du jour s'appuient sur une très vaste enquête documentaire, et plus particulièrement sur le livre du journaliste Claude Hardit qui s'appelle « La fabrique du malheur, scandales au cœur de l'aide sociale à l'enfance ». Un ouvrage très fouillé d'ailleurs. Très fouillé, oui. Et je précise tout de suite, pour ceux qui nous écoutent, notre but ici n'est pas du tout de pointer du doigt les travailleurs sociaux. Eux, ils sont souvent au bord du gouffre sur le terrain. C'est important de leur rappeler, oui. Ils font de leur mieux avec ce qu'on leur donne. Voilà. Donc, décortiquons un peu tout ça. Comment l'aide sociale à l'enfance, l'ASE comme on l'appelle, qui était créée pour protéger les plus vulnérables, comment elle peut parfois produire l'effet inverse? Ce qui est fascinant ici, c'est de regarder l'architecture même du système. En fait, pour comprendre ces drames individuels, il faut remonter à la base. Et la base, c'est la décentralisation de 1983. D'accord, l'époque où l'État a transféré la gestion au département, c'est ça? Exactement. L'ASE relève des départements. Sur le papier, l'idée de rapprocher l'aide sociale des citoyens, ça semblait bon, hein. Mais oui, ça paraît logique d'être au plus près des besoins locaux. Sauf que, en pratique, ça a créé des inégalités budgétaires massives. On se retrouve avec une sorte de loterie géographique macabre. Ah oui, le fameux code postal qui détermine tout. C'est ça, le code postal détermine littéralement les chances de survie psychologique, voire physique, d'un enfant. Vous avez des départements riches et des départements pauvres. Ce qui amène à ce chiffre qui m'a personnellement rendu dingue pendant la lecture des sources. Lequel? Celui des indemnités. On a un budget global de 10 milliards d'euros, on l'a dit, et à côté de ça, certains départements versent aux familles d'accueil une indemnité d'entretien de 14,56 € par jour. 14 € par jour, oui, pour tout faire. Pour nourrir, habiller, soigner un gamin. Enfin, si le budget augmente, où va l'argent en fait? Eh bien, l'argent, il est absorbé par la machine administrative. Il y a une armée de cadres, de directeurs, de chefs de service. Et pendant ce temps-là, ça manque de monde sur le terrain. Voilà. Il y a une pénurie d'éducateurs, de juges, de greffiers. Le problème est purement systémique et bureaucratique. Et le pire, c'est l'abandon politique qui a au-dessus de tout ça. Ah oui, l'absence de ministère, ça c'est juste hallucinant. Fin 2024, ils ont tout simplement oublié de nommer un ministre dédié à la protection de l'enfance au moment d'un remaniement. Oublié, quoi. Et le défilé permanent, on en parle. 8 ministres en 12 ans. 8 ministres en 12 ans, oui. Aucune continuité. Et pendant ce temps-là, l'État a quand même trouvé le moyen de payer, tenez-vous bien, 425 000 € à un cabinet de conseil privé. Ah, ce fameux cabinet, pour une mission qui était jugée inutile en plus. Totalement inutile. 425 000 €, alors que dans certaines maisons d'enfants sur le terrain, il n'y a même pas d'eau chaude pour doucher les gamins. C'est un contraste qui est juste insoutenable. Et les conséquences sur la santé des enfants, on les connaît, grâce à l'étude d'Emmanuel Severino notamment. Oui, ces recherches sont glaçantes. Le risque de développer des troubles mentaux est 5 fois plus élevé chez ces enfants. Et la docteure Céline Gréco en remet une couche. Elle explique que les victimes perdent jusqu'à 20 ans d'espérance de vie. 20 ans, hein. Avec 37 fois plus de risque de suicide. Ce n'est pas juste un dysfonctionnement, c'est un délaissement institutionnel qui tue. D'ailleurs, l'histoire tragique d'Awa illustre ça de façon insupportable. Ah, la jeune Awa, oui. 15 ans, mineure non accompagnée, elle est gravement malade, et le jour de Noël, elle meurt. Seule, dans un appartement. Alors qu'elle était sous la garde légale de l'institution, hein. C'est l'illustration parfaite de ce coût humain face à la machine. Bon, et c'est là qu'on arrive à un point crucial de notre exploration, parce qu'on vient de voir que la bureaucratie étouffe l'action par manque de moyens opérationnels. Oui. Mais le livre montre aussi que cette même bureaucratie, quand elle doit communiquer en interne, elle n'y arrive pas. C'est le problème des vases clos départementaux? Exactement. Et ça laisse des enfants disparaître sous les radars. C'est ce qu'on appelle les fantômes du système. Et l'affaire Marina, en 2009, c'est l'exemple type, non? L'affaire Marina est emblématique, oui. Cette petite fille de 8 ans, morte sous les coups de ses parents tortionnaires.
Le truc, c'est que les parents ont utilisé une faille très simple du système. Ils ont juste déménagé, c'est ça? C'est ça, ils ont traversé 4 départements. La Somme, les Hauts-de-Seine, la Mayenne et la Sarthe. Et à chaque fois, ils brouillaient les pistes. Mais comment c'est possible que les dossiers ne suivent pas? On est à l'ère du numérique, et quoi. Le système informatique de la CEPA n'est pas centralisé au niveau national. Donc, vous passez une frontière départementale et l'historique de maltraitance s'évapore en grande partie. C'est fou. Surtout que l'école avait fait des signalements. Il y a même cette vidéo de la gendarmerie qui a été classée sans suite. Cette vidéo est terrible. Oui, elle est couverte de cicatrices, elle rit nerveusement face aux gendarmes qui lui disent « je crois que c'est tu es une sacrée cascadeuse », et derrière, rien. Et c'est pour ça que l'État français a été condamné par la Cour européenne des droits de l'homme dans ce dossier. L'aveuglement institutionnel était total. On pourrait se dire que ça a servi de leçon, qu'ils ont tout réformé, mais pas du tout, parce qu'il y a l'affaire Malakai en 2022. Malakai, 7 ans, dans le Var, tué par son beau-père. Et là, l'ASE le connaissait. La crèche avait alerté l'ASE dès ses 3 ans, c'est bien ça, hein? Dès ses 3 ans, oui. Il y avait un dossier épais, des critères de danger multiples, des violences, une déscolarisation. Alors voici où ça devient vraiment intéressant, enfin, si on peut utiliser ce mot. Comment de multiples professionnels peuvent voir un enfant couvert de bleu, avoir un dossier lourd et ne rien faire? C'est la grande question. Est-ce que c'est l'effet témoin, ce truc psychologique où plus on est nombreux, moins on agit, mais appliqué à l'échelle de l'État? C'est une excellente façon de le formuler. Si l'on relie cela à la situation globale, il y a 2 facteurs majeurs. D'abord, le dossier de Malakai n'est jamais arrivé sur le bureau du juge des enfants. Jamais! Mais pourquoi? Pénurie de greffiers. S'il n'y a pas de greffier pour enregistrer le dossier, le juge ne peut pas s'en saisir légalement. Et le deuxième facteur, c'est ce qu'on appelle la culture du doute. La culture du doute, c'est-à-dire? Eh bien, dans ces institutions, il y a souvent une présomption de bonne foi accordée aux parents. On veut maintenir le lien familial à tout prix. Donc, le doute profite aux agresseurs. Systématiquement, ou presque. Dans le cas de Malakai, la mère, Élise, était sous l'emprise totale du beau-père. Et le pire, c'est le clan familial pendant les 3 jours où le petit agonisait. Oui, au lieu d'appeler les urgences, ils ont fait un espèce de conseil de famille occulte. Pendant 3 jours, c'est à vomir. Bon, on vient de voir ce qui se passe quand l'AS n'agit pas ou n'arrive pas à communiquer. Mais il y a une 3e partie dans nos sources. Et là, on passe un cap dans l'horreur. On passe au système de la sous-traitance. Oui. C'est ça. Que se passe-t-il quand l'ASC décide d'agir, mais qu'elle délègue aveuglement ses responsabilités? Parlons du procès de Châteauroux. Ce procès d'octobre 2024 est une déflagration. 19 familles d'accueil jugées pour violence, travail dissimulé, hébergement indigne. L'association s'appelait Enfance et Bien-être, c'est ça le nom officiel, hein? C'est d'un cynisme absolu, oui. Géré par la famille Martinez et un certain Bruno Claude. Et c'est là que j'ai dû relire la source 2 fois. Bruno Claude. Ce type, c'est un prédateur sexuel qui a été condamné à 20 ans de prison pour le viol de sa propre fille. Exactement. Et Antoine Martinez, qui gravitait là aussi, avait un passé d'agresseur sexuel. Mais comment l'ASS a pu leur confier des gamins? L'ASS du Nord, en l'occurrence, qui envoyait des adolescents jugés difficiles à des centaines de kilomètres. Pour s'en débarrasser, littéralement. Ils envoyaient ces jeunes comme Mathias, Karl ou Angelina dans l'Indre ou la Creuse. Sans aucune vérification? On parle de l'argent du contribuable et de vies humaines, là. 0 vérification d'agrément. L'ASS du Nord a versé 630 000 € à cette structure occulte. 630 000 €. Alors qu'est-ce que tout ça signifie au fond? Moi, la métaphore qui me vient, c'est comme si on sous-traitait l'éducation de nos enfants à des réseaux mafieux, juste parce qu'ils coûtent trop cher localement ou qu'ils prennent trop de place. Mais c'est exactement ça. Lors du procès, une avocate a utilisé le mot juste. Ces adolescents sont devenus une marchandise, un stock. Un stock, c'est glaçant. Et les maltraitances qu'ils ont subies, c'est digne du Moyen-Âge, des travaux forcés, des coups de cravache. Et l'humiliation. Julien Martinez, l'un des accusés, a quand même uriné sur le jeune Mathias pour l'humilier. C'est effroyable. Et l'ASE du Nord n'était même pas présente au tribunal, n'est-ce pas? Absolument absente. Ils ne se sont même pas portés partie civile. Heureusement que l'association Innocence en danger était là pour représenter les jeunes. Et tout ça a pu prospérer grâce à quoi? À l'effondrement judiciaire, j'imagine. Oui, manque de juges, manque d'experts psychiatriques. Ces dérives mafieuses s'installent dans les failles béantes de l'État. Bon, malgré toute cette horreur, l'ouvrage de Claude Ardide montre aussi qu'il y a de la lumière. Il y a des gens qui tiennent la digue. Heureusement, il y a des travailleurs sociaux, des éducateurs extrêmement dévoués qui s'investissent au-delà du possible.
Des magistrats aussi, qui tentent de sauver les meubles au quotidien. Et puis il y a un vrai combat politique. Des personnalités comme la députée Isabelle Santiago montent au créneau. Oui, pour exiger des commissions d'enquête, pour forcer la machine à rendre des comptes. C'est un combat de tous les jours pour réformer cette fabrique du malheur. Parce que, et c'est essentiel de le rappeler à notre audience, tout ça, ça ne concerne pas que des faits divers dans les journaux. Les enfants sacrifiés de l'ASE, c'est les citoyens, les voisins de demain. Une société se juge vraiment à la façon dont elle traite ses plus vulnérables. Et cela soulève une question importante pour conclure. Allez-y, je vous écoute. Si on reprend les études médicales qu'on a évoquées plus tôt, les traumatismes subis dans l'enfance modifient littéralement la génétique. Oui, l'épigénétique, c'est ça? Exactement, ça crée des maladies physiques réelles. On parle de 20 ans d'espérance de vie en moins. C'est une altération biologique due à la maltraitance. Voilà, alors la question c'est, ne devrait-on pas cesser de voir la protection de l'enfance uniquement comme un simple problème social ou un problème administratif départemental? Pour le traiter comment alors? Pour le traiter comme une urgence de santé publique absolue, au même titre qu'une pandémie mortelle en fait. Traiter l'aide sociale à l'enfance comme une urgence sanitaire globale. Ça, c'est une perspective qui change complètement la donne. Et c'est une réflexion qu'on va laisser infuser. Merci beaucoup pour cet éclairage, c'était vraiment nécessaire. Merci de m'avoir invité à en discuter. Et on espère que cette plongée au cœur de nos sources vous aura permis de mieux saisir les enjeux vitaux de ce système. À très bientôt pour une nouvelle analyse.